Bonjour à tous. L'actualité en 7 pages a commencé par cette formation à l'endroit de 6084 directeurs d'école, éducateurs et enseignants. Cela en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques et privées. Le ministère de l'Éducation nationale leur a remis des certificats de fin de formation ce mercredi. Khalil Diomandé a suivi la cérémonie. Regardons. À quelques semaines de la reprise des classes, le ministère de l'Éducation nationale s'est attelé à mettre à niveau les compétences des acteurs du secteur. Durant 15 jours, 6084 directeurs d'école, enseignants et éducateurs ont été formés dans divers modules comme la didactique des disciplines, la préparation des cours et la déontologie du métier. La formation, tenue simultanément à Abidjan, à Yamoussoukro, à Daloa, à Bouaké et à Korogo, est couronnée par cette remise de certificats aux auditeurs. Il faut dire que cette formation a été très enrichissante pour nous. Nous sommes outillés, nous avons eu les éléments afin de pouvoir maîtriser la gestion des élèves, la gestion des classes en liberté. On a beaucoup plus appris la pédagogie, c'est-à-dire la méthodologie de l'enseignement, afin de pouvoir mieux donner le savoir et mieux encadrer les enfants que nous suivons. La tutelle attend du corps enseignant la mise en pratique des connaissances acquises à ce programme pour un impact positif sur la qualité de l'enseignement. J'espère que vous pourrez suivre et vous pourrez appliquer encore une fois tout ce qui vous a été enseigné, parce que c'est à ce prix que vous pourrez non seulement garantir de bons résultats aux examens de fin d'année, mais également c'est à ce prix-là que vous pourrez assurer la compétitivité de vos établissements et de vos structures. La rentrée scolaire 2024-2025 débute le lundi 9 septembre. Les enseignants se sont engagés à mettre du cœur à l'ouvrage en vue de surpasser les objectifs qui leur seront fixés. Et l'objectif des parents sera de mettre tout en œuvre pour que les enfants ne manquent de rien en cette rentrée scolaire, ce qui n'est pas évident parce que nous parlons ici de l'aspect financier. Dans ce cas, certains jeunes prennent les choses en main pendant les vacances scolaires. En milieu rural, vous allez le voir, il s'adonne à plusieurs activités génératrices de revenus. C'est ce que nous apprend Soro Corona. Les vacances scolaires interviennent comme des moments de repos pour les élèves après plusieurs mois d'études. Moment aussi pour des écoliers, élèves et étudiants de rejoindre leurs parents au village. Pour certains apprenants, les vacances scolaires ne sont pas du tout repos. Ils mènent des activités pour s'y faire de l'argent. À Kwakusekrou, village du département de Roulé, Kwadjo Dominique, élève en classe de terminale, et 4 autres apprenants sont en activité dans un champ d'anacade, des travaux champêtres pour leur permettre de faire des économies pour la prochaine rentrée scolaire. Moi et mes amis, nous associons, nous prenons les contrats, soit par état ou par carré. Et l'état, c'est à 25 000 francs. À la fin des vacances scolaires, nous partageons l'argent. Nous projetons avoir 300 000 francs à la fin des vacances. Non loin de ce champ, Kona Jean-Patrick extrait du vin de palme, appelé couramment le bandji. Une activité qu'il mène auprès de son père. 2 fois par jour, il vend le vin au marché du village. Je me lève très tôt le matin, je viens extraire le bandji et je me retourne à 16h30 pour aller revendre à 18h, 17h. Par jour, j'ai 40 litres, 1 litre à 100 sian. Ça marche très bien. À Kokankou, village de la région du Béké, cette activité est aussi menée par des élèves. À Sakiare, village de Tisserand dans le district autonome de Yamoussoukro, Kwaku Boris, étudiant et titulaire d'une licence en droit privé, exerce cette activité depuis l'école primaire. Depuis 2013, je tisse le pain baoulé pour pouvoir me scolariser. Quand je viens pendant les vacances, si je n'ai pas d'argent, je sollicite le vieux, il me donne de l'argent et puis je commence à faire. Souvent, il peut avoir 100 000, 150 000. Le travail du pain à tisser est la principale source de revenus pour les élèves du village. En classe de 5e, 4e, et là, moi-même, j'ai décidé de me prendre en charge pour les études. J'ai connu de 1 semaine ou bien 2 semaines, je viens, je fais un peu de pain. C'est 3 ou bien 4, 5 pains comme ça. Quand je finis de vendre, l'argent qui est comme bénéfice, je prends pour satisfaire mes besoins. Ici, une tontine de pain est mise à jour pour accroître les revenus des élèves pour une rentrée des classes sans pression. L'argent de tontine là, tu peux prendre cet argent pour aller garder à quelque part pour que la rentrée, tu puisses prendre cet argent pour aller te scolariser. Les semaines en 15,
on arrive à faire des tirages. Et ces tirages nous permettent d'économiser, commencer à préparer notre rentrée scolaire. Donc c'est pourquoi on a mis les élèves dans les tontines. Dans le village de Ngata Dolikro, dans le département de Tiébissou, le travail du bronze est aussi pratiqué par les élèves. L'activité du champ, là, c'est tellement pénible pour les enfants. Quand ils viennent, bon, là, ils sont assis avec nous, on les apprend. Et c'est avec ça, pendant la rentrée, on puisse avoir quelque chose pour les scolariser. Je suis venu au village, j'ai appris beaucoup de choses. Dans mon village, on fait des bijoux. Je retiens que la scie d'abeille fait des bijoux et ça fait plusieurs choses. Les parents sont heureux de voir leurs enfants contribuer à leurs frais de scolarité en dépit de la situation financière difficile. Comme les vacances sont arrivées et il n'y a pas assez de moyens, je lui ai dit de venir m'aider. On va extraire le palmier. Le peu d'argent qu'on va avoir, je vais lui en donner. Mon père est content de moi parce que ici, son premier fils, je suis obligé de l'aider pour avoir un peu d'argent pour payer ma scolarité. À côté de l'aspect rentabilité, les parents veulent transmettre un savoir-faire séculaire à la nouvelle génération. Je montre aussi à mes enfants. Voilà, c'est comme ça. Sinon, nous, anciens temps là, tout vont perdus. Voilà, c'est pourquoi je les fais venir pour extraire le bandier, pour les montrer comment il faut faire tomber, comment il faut tailler. Nous avons nos fils, élèves, étudiants, qui s'adonnent à cette activité, qui a débuté depuis près de 3 siècles. Nos parents sont venus du Ghana avec ce savoir-faire. Ils l'ont pratiqué, ils nous ont légué ce savoir-faire. À notre tour, nous le léguons à nos fils, qui leur permet aujourd'hui de pouvoir se prendre en charge pendant la rentrée scolaire. En zone rurale, les travaux champêtres, l'extraction et la vente du vin de palme, le travail du pain à tisser et du bronze, par leur rentabilité, participent activement à la scolarité de certains élèves et étudiants. Dans les grandes agglomérations, d'autres activités génératrices de revenus sont menées par les apprenants pour s'occuper sainement pendant ces vacances. En milieu rural comme en milieu urbain, elle est très prisée dans la gastronomie ivoirienne. La viande de brousse devra être retirée du menu le temps d'une crise sanitaire. Sa manipulation est l'une des causes de transmission de la variole du singe, selon le ministère de la Santé. Les eaux et forêts brandissent la sanction pour décourager la consommation de la viande de brousse. On va se la avec Didier Nguessan. Antilope, pangolin, rat, gibanaché ou vipère. Ces espèces animales, qu'elles soient en voie de disparition ou non, sont la cible de braconniers. Leur destination est un secret de polichinelle, les ménages et la restauration. Le gibier, communément appelé viande de brousse, est un méprisé des consommateurs. Malgré la fermeture de la chasse en Côte d'Ivoire, ces animaux sauvages, du moins leurs carcasses, foisonnent sur les étals des marchés, au vu et au su de tous. Si les consommateurs semblent apprécier la viande de brousse, elle est connue pour être l'une des sources de transmission de maladies, comme l'actuelle variole du singe, le contact avec les bêtes vivantes ou mortes pouvant entraîner la contamination, selon l'Institut national d'hygiène publique. Les services des eaux et forêts s'emploient à saisir les marchandises des contrevenants et à les incinérer. Ceux-ci encourent des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans et risquent des amendes de 5 à 100 millions de francs CFA. Mais face à la maladie, nul besoin de tomber sous le coup de la loi. Avec une trentaine de cas de variole du singe en Côte d'Ivoire et plus de 270 cas contacts, les mesures de prévention ne sont plus du seul ressort des autorités sanitaires et forestières. Mais elles impliquent l'adhésion de toute la population. Une approche plutôt citoyenne de cette crise sanitaire place le respect de la fermeture de la chasse et la défense de consommer le gibier comme un réflexe à adopter. Les contraintes occasionnées par le Covid-19 et ses effets sur les ménages et l'économie sont encore vives dans les mémoires. Il faut donc respecter les mesures sanitaires. Les pays africains vont repenser le mode de production et de consommation d'énergie. Les spécialistes portent la réflexion ici à Abidjan. La Côte d'Ivoire a réitéré son engagement d'atteindre à l'horizon 2030 45% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, dont 12% d'énergie solaire, une réponse des autorités ivoiriennes à l'urgence climatique. C'est ce que nous apprend Lanciné Bakayoko.
Bien que l'Afrique détient 40% du potentiel solaire mondial, alors qu'elle représente à peine 20% de la surface terrestre, le nombre de centrales solaires construites sur le continent reste insuffisant. Pourtant, au regard de l'urgence climatique, le choix des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, n'est plus une option pour l'Afrique, mais une obligation stratégique. Le déploiement à très grande échelle de ce potentiel d'énergie solaire devrait permettre de faire bénéficier de l'électricité aux 645 millions d'Africains qui n'y ont pas encore accès. La Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs initiatives, notamment d'un centre d'excellence pour les applications de la technologie solaire à Bingerville. Grâce à ce centre, les secteurs privés et publics ivoiriens pourront acquérir une expertise pointue dans le domaine de l'énergie solaire. Surtout qu'à la COP21 à Paris, la Côte d'Ivoire s'est engagée à atteindre 42% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique à l'horizon 2030. Engagement revu à la hausse à Glasgow, avec un objectif porté à 45%, dont 12% d'énergie solaire. La Côte d'Ivoire a mis en service, en avril 2024, sa première centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 30 MW connectée au réseau national. L'extension de cette centrale est en cours pour atteindre 80 MW en 2025. À ce jour, le cumul de la capacité des projets solaires engagés pour être réalisés d'ici 2030 est d'environ 700 MW. Environ 50 pays prennent part à cette 6e réunion du Comité régional pour la région Afrique de l'Alliance solaire internationale. Comment améliorer le projet de protocole additionnel du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée? La question au centre d'un atelier. Les séminaristes ont planché sur les normes et la promotion du travail décent dans le secteur de la pêche. On voit cela avec Dangui Dangui. La pêche est l'une des professions les plus dangereuses à travers le monde, révèle l'Organisation internationale du travail, OIT. Le nombre de décès liés à la pêche est estimé à plus de 32 000 personnes chaque année, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Organisé à l'initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques, cet atelier veut promouvoir le travail décent dans le secteur de la pêche. Aujourd'hui, grâce à la coopération avec l'OIT, nous voici en Côte d'Ivoire. L'ultime étape de la phase de consultation nationale dans les 6 pays membres du CPCO, en prélude à l'atelier régional de synthèse, avec pour but final d'intégrer les normes internationales pertinentes pour mieux promouvoir le travail décent, prévenir, détecter et éliminer le travail forcé et toute autre forme d'exploitation du travail et de violation des droits de l'homme dans le secteur de la pêche. Pendant ces 2 jours que vous allez travailler, nous aurons l'occasion d'évaluer la situation actuelle des conditions de travail dans le secteur de la pêche, d'identifier les défis et de proposer des solutions réalistes et applicables. Les 17 participants de cet atelier, au nombre desquels des représentants de ministères, d'organisations syndicales ont été invités à faire des propositions concrètes et réalistes afin d'améliorer le protocole additionnel à la Convention du Comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée. Dans le reste de l'actualité, c'est une déclaration qui marque une nouvelle fois la tension diplomatique entre Alger et Bamako. Lundi 26 août 2024, à l'occasion du 75e anniversaire de l'adoption des conventions de Genève, Amar Benjama, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a appelé depuis Genève à mettre un terme aux violations des armées privées utilisées par certains pays. Déclaration qui fait suite aux frappes de drones qui ont fait 21 morts parmi les civils maliens à quelques mètres de la frontière algérienne, à Tinzaouaten. Ceux qui ont appuyé sur le bouton, a-t-il déclaré, n'ont de compte à rendre à aucune partie et de réclamer à l'ONU des sanctions contre les auteurs de ces exactions. L'Algérie hausse donc le ton.
Et puis sur le podium des personnalités les plus riches en Afrique, le Nigérian Aliko Dangote a été détrôné. C'est en tout cas ce qu'indiquent les données les plus récentes du classement Bloomberg Billionaire Index. Et c'est l'homme d'affaires sud-africain qui lui est passé devant en la personne de Johan Rupert, à la tête d'une fortune familiale de 14,3 milliards de dollars, plus de 9 000 milliards de francs CFA. Très belle journée à toutes et à tous.